à ceux qui sont pour l'instant arrivés, c'est super. Je me présentais, je suis Anaïs Lehamble, la PDG de CVP, puis je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle matinale So Green by CVP. On espère pour la dernière en visio et qu'on pourra refaire en visio présentiel pour les prochaines. On va être ensemble à peu près pour 1 heure. On a fait évoluer, nous, notre matinale, notre version matinale. On est plutôt parti sur un échange et plutôt un débat d'idées que des présentations. Et le choix qui a été fait cette fois-ci, c'est sur la thématique de l'ACV, l'analyse de cycle de vie et tout ce qui est empreinte carbone, pour pouvoir avancer là-dessus, parce qu'on se rend compte que c'est des enjeux qui arrivent de plus en plus et qui sont de plus en plus importants, et les attentes des consommateurs qui souhaitent des produits. On prend en compte l'analyse de cycle de vie dans sa globalité, d'un point de vue environnemental, économique et sociétal. Donc voilà. Pour ça, je vais être accompagnée de Alexis Delem de chez Avril Cosmétiques, de Lambert Allard de chez Carbone et de Julien Derville de chez Dounia, qui vont se présenter. Je vais rapidement présenter, avant de leur laisser la parole et de lancer le débat, CVP. Alors CVP, nous, on est une entreprise familiale basée à Vambrochy. Notre métier, c'est d'apporter des solutions anticipatrices et quotidiennes dans le domaine du packaging plastique, avec une orientation très tournée sur l'éco-conception et le développement durable. On ne va mettre sur le marché que des produits qui ont une ou plusieurs solutions de revalorisation en fin de vie. C'est un choix et on se donne la possibilité de dire non si ça ne correspond pas à cette éthique au sein de l'entreprise. Deuxièmement, on calcule l'empreinte carbone de tous les produits qu'on met sur le marché avec les impacts que ça peut avoir et en prenant l'ensemble de nos impacts de la société CVP. Et après, on propose des alternatives à des packaging classiques, de basculer des emballages de plastique pétrole à des emballages soit d'origine végétale ou recyclés, revalorisés, pour pouvoir continuer et proposer d'autres choses. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire encore et on y travaille fortement. Donc voilà un petit peu qui on est et pourquoi nous on fait des matinales. C'est aussi pour permettre de diffuser des informations auprès de tout le monde, de pouvoir aussi évoluer et puis comprendre les différentes attentes, partager les bonnes pratiques, parce qu'on sent que pour nous ça nous semble intéressant. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à ces trois personnes qui ont des profils bien différents, qui sont soit des startups qui ont créé des applications, soit des producteurs qui ont lancé des produits. Et sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. Ah oui, j'ai oublié de préciser 2 choses. Si vous avez des questions, il y a maintenant que tout le monde est au fait sur les Zoom, Teams et ainsi de suite, vous avez le chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Il y a Igor qui va être le modérateur de cette réunion et qui les prendra au fil de l'eau pour pouvoir les poser aux uns et aux autres. N'hésitez pas à préciser pour qui pour qui vous souhaitez poser cette question, sauf si c'est pour l'ensemble des participants. Alors, je vais vous laisser la parole. Donc, je vais prendre là dans l'ordre de présentation. J'ai demandé à chacun, aux 3 intervenants de se présenter qui ils sont, puis leur structure, et puis après, on pourra aller concrètement dans le débat. Allez, je te laisse la parole, Alexis. Oui, merci Anaïs. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alexis Delem, j'ai 53 ans et je suis le fondateur d'Avril, qui est une entreprise de cosmétiques bio que j'ai créée il y a bientôt 10 ans maintenant. Et en quelques mots, la raison d'être d'Avril, c'est de rendre le bio accessible, puisqu'on fait toute la cosmétique, maquillage, soins, hygiène, bio et donc pas cher du tout parce que en fait, nous, on fait des économies sur tous les budgets de communication, marketing, publicité. Voilà, on ne dépense pas un centime là-dessus et ça nous permet de vendre des produits de super qualité, bio, moins cher. Voilà en quelques mots. Super. Lambert, je t'invite à reprendre le fil. Bonjour à tous, merci beaucoup Anaïs pour l'invitation. Donc, je m'appelle Lambert Allard, je suis lillois, j'ai 30 ans et je suis le fondateur d'une start-up à Aura Technologies qui s'appelle Carbone. En fait, mon histoire avec Carbone a commencé après mon tirage au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort pour proposer des mesures concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. C'est une expérience qui m'a énormément marqué et une des mesures en particulier qui est celle de créer un affichage carbone obligatoire sur tous les produits et services d'ici
2024. C'était l'ambition de la Convention citoyenne. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà suffisamment de données pour donner un ordre de grandeur pertinent aux consommateurs pour leur faire des choix plus éclairés. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde de la CV et des opportunités qu'ils pouvaient offrir aux industriels. Et depuis le début de l'année, on développe un logiciel qui a pour objectif de démocratiser l'analyse de cycle de vie pour tous les acteurs agroalimentaires. Voilà en quelques mots. Super, merci. Et Julien? Merci Anaïs. Salut à tous. Donc Julien Derville, 30 ans. Je suis un amoureux de sport, de nature et d'innovation. Et je suis le fondateur de la société Junia, aussi présent à Euratechnologie. Je vais commencer aussi par notre mission, après de raconter ce que l'on fait. Notre mission chez Junia, c'est de favoriser l'émergence d'une consommation plus respectueuse dans l'environnement. Donc peut-être chez Avril, mais chez d'autres aussi. Et concrètement, comment on fait ça? On a créé une application mobile qui est à destination des particuliers pour mesurer automatiquement l'empreinte carbone de chacun des actes de consommation du quotidien. Et on propose des astuces pour personnaliser, pour apprendre à le réduire. Comment on fait ça? En fait, on s'est basé sur une nouvelle réglementation qui est passée au niveau des banques et qui oblige les banques à mettre à disposition les données bancaires des utilisateurs avec leur consentement, évidemment. Et donc, on récupère ces données pour estimer, on va dire, l'impact environnemental de chaque dépense et pour donner une overview globale de l'impact pour chaque particulier. Ah, super. Vous voyez, on a des profils différents et complets et qui se rejoignent quand même sur une thématique qui est l'analyse de cycle de vie, l'empreinte carbone ou le bio et de proposer toujours des alternatives plus écologiques ou intéressantes à l'ensemble des consommateurs. On peut même limite appeler maintenant, je pense, consommateurs. Donc, il y a eu quelques éléments qui ont été sortis sur les raisons qui vous ont poussé à basculer, notamment la Convention citoyenne pour toi, Lambert, et puis des envies, des appétences personnelles. Peut-être préciser, Alexis, pourquoi tu as basculé sur cette démarche de proposer du bio moins cher et accessible à tous, parce que c'est vraiment la mission que tu t'es donnée au sein d'Avril. Oui, tout à fait. Alors en fait, avant de créer Avril, j'ai travaillé longtemps chez Auchan et j'ai fait des choses assez variées. Et dans les dernières années, j'étais responsable de toute l'activité produits d'entretien, cosmétiques, parapharmacie, etc. Et c'est là que je me suis aperçu que beaucoup de gens déclaraient vouloir utiliser des produits bio, mais ne pas avoir les moyens de se les acheter parce que c'était assez cher. Et en fait, voilà, moi, comme je connaissais bien du coup ce marché de la cosmétique, je me suis aperçu que les budgets de communication, ça représentait une part énorme du prix de vente final, et que si on les supprimait, on pouvait peut-être résoudre l'équation de comment vendre des produits bio qui coûtent évidemment plus cher à fabriquer à un prix qui reste accessible. Voilà, donc c'est ça qui m'a conduit à quitter Auchan pour créer Avril, pour répondre à ce besoin que j'avais identifié. Ah, super. Il y a un sujet brûlant, hein, on va y aller sur la Convention citoyenne. Lambert, si tu peux en toucher un mot, parce que c'est vrai que ça t'a fait créer ta structure, implanter tout ça. Qu'est-ce que ça a apporté et quels sont les restes ce que tu peux nous partager par rapport à ça et par rapport à carbone et ce que tu vas mettre en place, notamment avec en lien avec le PEF et les analyses de cycle de vie. Alors ouais, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Je pourrais en parler des heures, mais en quelques mots, c'est déjà le concept de rassembler 150 personnes issues d'origines différentes, qui viennent en fonction qui sont tirées au sort et sélectionnées pour représenter une petite France en fait de 150 personnes qui sont formées au sujet climatique avec chaque expert de chaque question dans tous les domaines, le transport, l'habitation, la consommation, la nourriture, et qui proposent des mesures concrètes ensemble et qui arrivent à trouver finalement et qui sont capables de trouver des consensus et des propositions concrètes sur des sujets aussi complexes que celui de l'empreinte environnementale. Donc, j'ai assisté à des débats très riches avec des personnes très différentes, mais très proches de moi en même temps. Et c'était passionnant.
Et on se rend compte aussi que la réglementation est nécessaire, mais il y a aussi des changements de comportement qui doivent arriver aussi. Et le fait d'être informé et de participer à cette convention citoyenne, on s'est rendu compte que c'était possible et que 150 personnes informées sont capables aussi de changer de comportement, de davantage s'impliquer dans les enjeux environnementaux qui arrivent sans forcément être contraints par des règles. Et moi, après, personnellement, j'ai rencontré mon associé qui travaillait déjà sur l'application Carbone qui agrégeait en fait toutes les meilleures données environnementales et qui les rendait accessibles aux produits grâce à une application de scan. Et ça correspondait exactement à une mesure qui était attendue à la Convention citoyenne. Donc, on s'est dit, en fait, pas besoin spécialement d'attendre une réglementation. Il faut promouvoir davantage cette application et montrer qu'elle correspond aux attentes des citoyens de la Convention citoyenne. Et la mesure de la Convention citoyenne a accéléré une expérimentation gouvernementale d'affichage environnemental, là où Carbone s'est inscrit, mais d'autres initiatives aussi d'autres entreprises privées qui avaient une démarche d'affichage environnemental pour mettre en commun tous nos apprentissages pour faciliter une mise en place réglementaire d'un affichage environnemental. Donc, c'est dans ce contexte qu'on s'est rapproché du collectif EcoScore, qui est à l'initiative de Yuka, Open Food Fact, Eco2 Initiative, et pour rassembler nos forces et avoir davantage d'impact. Donc, on a créé ensemble un EcoScore qui est déjà visible sur l'application Yuka, téléchargée par plus de 20 millions de personnes, qui est en test actuellement chez Carrefour, chez Lidl, dans la chaîne Colruyt en Belgique, et qui se base sur la base de données Agribalise. Donc, je ne sais pas, je pense que je pourrais rentrer plus en détail plus tard, mais qui est en tout cas l'éco-score le plus aujourd'hui popularisé auprès des consommateurs et qui a déjà un énorme potentiel de changement de comportement, mais il y a aussi beaucoup d'améliorations qui sont à prévoir et qui peuvent avoir un impact très positif sur le climat. Ah, super. Mais justement, ça me fait rebondir. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la question, parce que c'est vrai, vous pouvez la prendre quand vous voulez. Ça fait rebondir sur, selon vous, qui est le premier responsable sur les impacts environnementaux et sur les actions ou / inactions liées. Est-ce que c'est le gouvernement, les citoyens ou les entreprises? Et quels sont des actes, des actions que… Voilà, c'est peut-être un peu on va dans le frontal, mais qui veut prendre la parole sur ce sujet-là? Peut-être Julien. Je peux commencer, mais Lambert, je pense qu'avec ton expérience sur la Convention citoyenne, tu pourras évidemment donner ton avis et avoir un regard différent. Mais moi, j'ai beaucoup aimé un petit graphique qu'a créé un gars que j'ai vu sur LinkedIn, qui s'appelle le triangle de l'inaction. Et en fait, c'est les trois parties, donc les gouvernements, les consommateurs et les entreprises. Et en fait, à chaque fois, ces trois parties sont dans l'inaction et pointent du doigt les deux autres parties en disant si ça ne bouge pas, c'est à cause des autres. Typiquement, le citoyen dit en fait, j'aimerais bien consommer de manière plus responsable, mais les entreprises ne proposent rien. Bon, il n'y a pas Avril peut-être partout. Voilà, et le gouvernement ne facilite pas la mise en place de régulations qui permettent de faire avancer plus rapidement une consommation responsable. Les entreprises vont dire oui, mais moi, mes clients ne sont pas prêts pour ça. Et pareil pour le gouvernement. Et le gouvernement va dire si je mets en place des régulations trop rapidement, c'est compliqué, on le voit, ça peut donner les gilets jaunes. Et donc, en fait, les trois parties ont tendance assez régulièrement, et moi je le vois, on a une application pour les particuliers, et parfois je vois des particuliers qui se sentent un peu délaissés ou qui ont envie que ça avance plus vite et ils se sentent seuls. Mais en fait, moi, ma conviction, c'est que les trois, ils doivent avancer main dans la main et qu'en fait, chacun a un bout du chemin à faire. Évidemment, il faut des régulations et je pense que le gouvernement a un rôle très, très important. Mais je pense que le consommateur fait bouger l'entreprise et l'entreprise va faire bouger les consommateurs. Et donc, voilà, moi, je suis plutôt à se dire que c'est des initiatives collectives qui feront avancer les choses. Et en tant que consommateur, je ne sais plus la phrase exacte de Coluche, mais il disait
Il suffit qu'on n'achète pas un produit pour qu'il ne se vende pas. Voilà, donc on a quand même un pouvoir de consommation de décider qu'une marque comme Avril puisse grandir et qu'une autre marque qui n'est pas responsable de l'environnement puisse connaître des difficultés, voire fermer. Donc c'est évidemment pas tout parce qu'il faut que ça aille plus vite que ça, mais on a quand même un impact. Voilà. C'est ma conviction personnelle en tout cas. Alors, et d'un point de vue entreprise, si on peut renvoyer sur, Ouais. sur Alexis, qui justement a fait des actions, et est-ce que quelles sont les conséquences ou les évolutions au sein de ta structure? Oui, alors pour répondre à ta question, moi je pense que ceux qui ont plus d'impact sont les entreprises, pour une question d'échelle. C'est-à-dire que moi, en tant que consommateur, j'ai moins d'impact que moi en tant que chef d'entreprise, évidemment. Donc moi, je suis vraiment pour la prise de responsabilité des entreprises. Mais c'est vrai que le gouvernement peut aider en incitant les entreprises justement à aller plus loin. Et des actions, il y en a plein. Enfin, nous, on fait des choses qui sont très modestes, mais on en fait quand même quelques-unes. Et donc, ça va dans le bon sens. Et nous, on aspire beaucoup à pouvoir aller plus loin. Et souvent, on est confronté non pas à un manque de volonté, parce que la volonté, on l'a, mais des solutions techniques qui ne sont pas encore disponibles pour pouvoir réduire notre empreinte. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Juste un petit exemple, on a 2 boutiques à Lille. Et là, à côté de moi, j'ai vu passer ce matin, pendant qu'on préparait la réunion, un cycliste qui chargeait nos colis qu'on livre à nos boutiques de Lille, donc à vélo. Il y a un an encore, on le faisait avec une camionnette qui roulait au diesel. Maintenant, on le fait avec des cyclistes. Voilà. Donc c'est un micro-exemple, hein, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est un petit pas quand même. Alors, Julien, toi, tu t'adresses principalement aux particuliers. Tu incites les particuliers à réduire leur empreinte carbone ou être conscients de l'impact qu'ils ont. Tu peux nous donner des exemples un peu plus concrets sur ta démarche, sur qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui est pris en considération pour qu'on puisse évoluer là-dessus? Ouais, en effet, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on se base sur les données bancaires, donc toutes les dépenses qu'un individu va faire dans son quotidien, donc qu'il achète des vêtements, que ce soit neuf ou seconde main, qu'il mette du carburant, qu'il aille au supermarché. En fait, on va prendre toutes ces données-là. Ensuite, on a créé un référentiel, et dès qu'il y a 1 euro qui est dépensé dans l'une des catégories, carburant, supermarché, etc., on a créé un référentiel qui vient estimer l'impact associé. Donc, c'est évidemment une estimation, parce que parfois, on ne connaît pas le détail de ce qui est acheté. Est-ce que c'est 2 caleçons ou un t-shirt? Ça, on ne l'a pas. Mais on sait en moyenne qu'un euro dépensé dans des vêtements neufs, ça équivaut à, je sais pas, 0,7 kg de CO2. Et donc, dès que quelqu'un dépense une somme d'argent dans une boutique, on est capable d'estimer l'impact environnemental associé. Voilà. Et nos données, notre référentiel, on l'a construit. Alors, il n'existe pas comme ça encore. On a été pioché des données un peu partout, open source, principalement de l'ADEME, avec sa base carbone, sur lequel on a aussi utilisé des données annexes pour, par exemple, on connaît les émissions d'un litre d'essence. Nous, on utilise aussi une donnée qui est le prix de l'essence, pour ramener ça à 1 euro payé en essence égale 3 kg de CO2. Donc, c'est comme ça qu'on a construit notre référentiel. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, très bien. C'est tes éléments, il n'y a pas de souci. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez à poser à l'un des 3 intervenants. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y a Igor qui fait le modérateur. On en a plein, mais il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est aussi par rapport à on a parlé aussi de l'inaction ou l'action. Lambert, tu as un peu parlé sur la relation citoyenne. Et il y a aussi les freins. Est-ce que vous avez rencontré des freins dans le lancement de vos propres structures ou applications ou ce qu'on veut? Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est quels sont les leviers que vous avez pu déployer pour passer ces freins-là et avoir des choses à partager. Qui veut prendre la main? Je vous laisse au choix. Nous, on a un frein aujourd'hui, c'est une application mobile, donc déjà, il faut la télécharger. En plus, on demande aux gens de connecter leur compte bancaire. Tout le monde ne le fait pas. C'est vrai que les plus jeunes
plus de facilité à le faire, mais bon, c'est loin d'être tout le monde. Donc, voilà, nous, on voulait démocratiser la prise de conscience de l'impact à travers la consommation. Donc, voilà, et la manière dont on essaie de rebondir, c'est justement, on met cette technologie à disposition de tous ceux qui ont des données bancaires. Donc, ça peut être n'importe quelle banque, ou bien d'autres qui ne sont pas des banques. Je pense à des Lydia, Pumpkin, Bankin, qui ont accès justement à ces données. C'est notre manière de rebondir, mais c'est un frein qu'on a rencontré, en tout cas en cours de route. Ça marche. Alors, je Ah, arrête de prendre la question de Amel, qui est adressée à Alexis. Vous parliez de solutions techniques pas encore disponibles pour réduire votre empreinte chez Avril. Pourriez-vous développer, s'il vous plaît? Oui, oui, tout à fait. Bah, je peux donner deux exemples. Sur le transport et la réduction des émissions de CO2. Bah, nous, on transporte des marchandises partout en France, puisqu'on a des boutiques un peu partout. Aujourd'hui, on n'a pas la solution pour que ce transport puisse se faire sans émissions de CO2. Alors, on réduit au maximum. Là, récemment, on a décidé de transporter toutes nos palettes de marchandises avec un transporteur dont les camions roulent au GNV, donc c'est gaz naturel pour véhicules, qui réduit de 80%, donc c'est déjà beaucoup, les émissions de CO2 par rapport à un carburant diesel, mais il en reste encore 20%, donc on n'a pas encore la solution pour dire bah, on arrive à zéro. Un autre exemple sur tout ce qui est formulation de produits, bah, par exemple, moi je rêve de vendre des crèmes sans tube, hein, pour réduire complètement, supprimer complètement les emballages. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore, mais elle arrivera peut-être, la solution pour éviter d'avoir un tube autour d'une crème et pour qu'elle ne coupe pas. Voilà, donc c'est ça les difficultés auxquelles on est confronté et pour lesquelles on cherche des solutions. D'accord, super. Voilà, il faut trouver les intervenants à côté. Lambert, on sait que tu as développé, et tu en as parlé un peu en introduction quand tu as présenté ta structure du système Agrobalise, pardon, Ouais. excuse-moi. Est-ce que tu peux développer ce que c'est, pour qui c'est orienté, et surtout, ce que tu as pris en compte une analyse complète du cycle de vie, avec les PEF, avec les impacts, les critères et les indicateurs à prendre en considération, et quels sont-elles? En fait, Agribalise, c'est une base de données développée par l'ADEME et l'INRAE qui est sortie là au mois de septembre 2020, et ils ont fait le travail de faire l'analyse de cycle de vie des 2500 catégories de produits alimentaires les plus consommés par les Français. Donc, c'est comme ça qu'on a créé l'application Carbone à la base, en se disant, bon, bah, ça donne déjà un ordre de grandeur aux consommateurs pour connaître l'impact environnemental de ce qu'ils mangent. Donc, cette base de données, elle a été donc faite en analyse de cycle de vie avec cette méthodologie Product Environmental Footprint. Donc, c'est déjà utilisé par le collectif EcoScore, et c'est déjà disponible. Le résultat de ces ACV sont déjà partagés massivement aux consommateurs. Nous, on a décidé d'utiliser cette base de données autrement parce qu'elle offre des opportunités super. C'est qu'aujourd'hui, le problème des analyses de cycle de vie, c'est qu'elles sont très rarement comparables entre elles, parce qu'en fait, elles dépendent d'une analyse de cycle de vie, elle se fait en fonction d'un objectif précis. Donc, deux analyses de cycle de vie de produits qui ont été faites pour des objectifs différents, on ne peut pas les comparer. Donc, Agribalise, comme toutes ces analyses de cycle de vie ont été faites avec le même objectif, celui d'identifier l'empreinte PEF, on peut s'en servir pour créer un socle commun aux industriels pour qu'ils puissent comparer l'impact de leurs produits entre eux. Ça veut dire qu'on pourrait demander aux industriels de ne plus demander 100% de leurs données sur tout le cycle de vie du produit pour estimer leur impact, mais uniquement les 20% qui ont le plus d'impact, ce qui permet de simplifier énormément l'analyse de cycle de vie et d'avoir un résultat de différence d'impact environnemental suffisant pour pouvoir se comparer en termes d'impact environnemental par rapport au marché. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça qu'on essaye de faire. Donc, on laisse les industriels avec 80% de données communes qui ont de toute façon un faible impact. Donc, le transport d'un ingrédient qui compose uniquement 1% de la recette, on va se dire que
c'est le même transport pour tout le monde, même s'il y a des innovations là-dessus. L'impact est trop faible pour être pris en compte. On va juste demander le transport de l'ingrédient principal ou les recettes, les compositions de recettes. Est-ce que j'ai plus de viande dans mon hachis parmentier que mon concurrent? Est-ce que j'en ai moins? Et ça a une différence notable. Donc, c'est comme ça que nous, on utilise Agribalise et notre objectif, c'est de démocratiser cette manière de penser la CV qu'on porte aujourd'hui. Top, top, c'est précis, c'est clair. Il y a de quoi faire en plus en conservant et en prenant les 20%, parce que c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir un aspect assez flou de la CV et puis sur ce qu'on va représenter ou ce qu'on va mettre en avant en termes de publicité ou d'affichage. Donc, si on a la possibilité d'être vraiment sur les 20% et qu'on ait un peu tous les mêmes bases, ça permet d'avoir une analyse un peu plus fine. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce que tu as des questions pour l'un des… Lambert, tu voulais compléter? Je disais du coup sur la question de l'emballage, quand on explore la base de données Agribalise, on se rend compte que finalement, l'emballage, ça correspond en moyenne, ça dépend des catégories de produits, mais entre 5 et 8% de l'impact environnemental global, et souvent moins. Là, je donne pour ceux où l'impact est le plus important. Donc, ça permet aussi aux industriels qui font souvent énormément d'efforts d'éco-conception sur l'emballage, à raison, parce qu'il y a énormément d'opportunités à trouver, mais aussi, de temps en temps, se dire, bon, c'est peut-être pas la priorité en termes d'éco-conception, il y a peut-être d'autres choses, d'autres leviers à trouver. Et l'emballage, comme c'est souvent ce que le consommateur voit aussi, l'effort est concentré là-dessus, alors que le fait de démocratiser la CV, ça peut aussi rebalayer un petit peu les cartes, entre guillemets, ou les leviers d'éco-conception prioritaires. Et c'est ça, c'est ces opportunités-là que ça peut créer. Et c'est souvent intéressant et ça étonne même les équipes. Les équipes souvent un peu plus marketing chez les industriels agroalimentaires. Donc, c'est assez intéressant de mettre cette donnée aussi à disposition pour qu'enfin les décisions d'éco-conception soient basées sur des données. D'accord. Et ce serait de l'open source? La base de données Agribalise est open source, mais le problème aujourd'hui de la CV, parce que le problème que nous on a identifié, qu'on essaie de résoudre, c'est qu'il faut utiliser des logiciels d'ACV qui sont très complets. Donc pour ceux qui connaissent CIMAPRO ou OpenLCA, qui sont des logiciels très élaborés, qui sont réservés à des spécialistes. Et nous, on crée un outil ergonomique qui permet de l'explorer, peu importe sa qualification à la base, quoi. D'accord. Alors, Igor, est-ce que tu as des questions de ton côté? Oui, bien sûr. Alors, j'en ai deux là à venir. Lambert, j'en profite. Tu parles du coup de calcul de l'ACV. Est-ce qu'il y a un calcul officiel de l'ACV au niveau du gouvernement? Oui, alors la méthodologie PEF, c'est une méthodologie de mesure d'impact qui est recommandée par la Commission européenne. Donc, c'est au niveau européen. Au niveau national, il y a une norme ISO qui permet de valider les ACV, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles pourraient être comparables entre elles, parce que ça dépend aussi de l'objectif de l'ACV, etc. Mais en tout cas, il y a une norme ISO, alors je ne me souviens jamais du numéro, mais je crois que c'est 14 000 ou 40 000, je ne sais plus, qui est une norme nationale, et pour le PEF, c'est européen. Ok, merci beaucoup. Et j'ai une question pour Alexis. Alors, tu parles de transfert de transport vers un partenaire qui roule au GNV. Ce transfert concerne une zone géographique ciblée, tout le réseau Oui. national, ou voire européen? Oui, tout à fait. C'est que du national, malheureusement. Donc, ce transporteur qui s'appelle Ouch, dont les camions roulent au GNV, ne livre qu'en France pour l'instant. Donc, il n'y a pas encore de partenariat avec d'autres pays, enfin d'autres transporteurs dans d'autres pays qui rouleraient aussi au GNV. Ok, merci. Et également, concernant Avril, tu parles de faire connaître ta marque sans la pub traditionnelle, sans marketing. Alors, as-tu un modèle disruptif
Tu utilises un modèle assez disruptif. Alors, Voilà. disruptif, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que sans avoir de budget pour la pub, c'était un peu, Anaïs parlait de frein tout à l'heure, un peu compliqué de nous faire connaître au début. Hein. Le démarrage a été très difficile parce qu'on ne vendait rien, hein, puisque personne ne nous connaissait. Donc ça s'est fait petit à petit. Et ce qu'on a utilisé, c'est les moyens que tout le monde connaît avec Internet, donc les réseaux sociaux, bien sûr, les influenceuses, les newsletters, les box. Enfin voilà, il y a plein de moyens quand même à disposition qui nous permettent de nous faire connaître sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Mais ça prend du temps. La persévérance. Mm. Justement, puis en plus, alors je rebondis juste sur ça, après j'ai une question pour toi Julien, mais comme tu démocratises le marché bio de la cosmétique, avec des prix assez bas, j'imagine, parce que je l'ai déjà entendu, mais que tu as dû faire face aussi à des clients qui se demandaient comment on pouvait avoir du bio aussi peu cher, si je peux dire. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment l'interrogation très légitime des gens quand ils voient que les produits sont pas chers en cosmétique. Ils se disent, mais la qualité doit pas être bonne. Donc, c'est normal de se poser cette question. Et en fait, on leur explique tout simplement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que nous, on a un modèle économique différent des autres marques. Et c'est grâce à ça qu'on est moins cher et surtout pas en rognant sur la qualité des produits. Voilà, donc, et puis on les rassure aussi de l'image, en fait. On a des très belles boutiques, on a des jolis graphismes sur nos emballages, un beau site internet. Enfin, voilà, donc tout ça, ça rassure aussi. Mais en tout cas, dans le discours, on explique notre modèle économique. Top. Julien, toi, tu mets en avant aussi la mise en place d'un outil méthodologique qui est l'ACVT. Et c'est le fameux T transactionnel qui est un peu différent des autres. Est-ce que tu peux nous en parler et expliquer que veut dire le transactionnel ajouté à l'ACV? Oui. Alors, la CV, ça existe sur plein de domaines. Et en fait, nous, on travaille sur des données transactionnelles. En fait, on s'est rendu compte que les bases de données qu'on utilisait ne prenaient pas du tout en compte ça. Je vais donner des exemples très concrets juste après, mais par exemple, le vidéo à la demande, on va dire que si on regarde la base carbone et la CV qui est réalisée, ça va prendre en compte l'ensemble de ce qui compose la CV, donc l'électricité nécessaire pour allumer la télévision, les données nécessaires pour télécharger le film, etc. Et en fait, nous, le problème dans ce qu'on fait dans la transactionnelle, c'est que parfois, en fait, l'impact environnemental, il est déjà dans une autre dépense. C'est-à-dire, typiquement, si je reviens sur l'exemple de la vidéo à la demande, l'électricité, c'est une transaction à part, qui est à part de la transaction vidéo à la demande. Et donc, pour éviter de calculer deux fois finalement un impact, en fait, parfois, on doit faire des soustractions ou des additions qui n'existent pas dans le monde de la CV. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette méthodologie, parce qu'on trouvait qu'il n'existait rien qui doivent séparer parfois en fait ce que constitue la CV. Donc voilà, c'est juste une petite différence. Et donc on s'est dit que ça devait exister, parce qu'on pense qu'il y a un intérêt en tout cas à faire de la CV sur la base de notre consommation, des transactions qui sont réalisées. D'accord. Voilà. Et tu as parlé d'une liste d'index un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu ou donner des exemples de ces index, quelques exemples qui sont pris en considération? Ou est-ce que tu as parlé de l'ADEME, mais donner quelques exemples concrets? Notre index, c'est uniquement finalement une base de données avec justement 1 euro dépensé égale combien de kilos de CO2, et on se base sur les bases de données ACV qui existent de la base carbone, en prenant justement en compte la fameuse distinction que je viens de préciser juste avant sur le côté transactionnel. C'est donc, voilà, donc, par exemple, lorsqu'on achète un vêtement, c'est assez simple. Les vêtements, l'analyse qui est faite dans la base carbone est assez claire. Elle prend en compte les matières premières, la production, le transport, la vente, etc. Donc, on utilise vraiment ce qui est mis à disposition sur la base carbone. Sur par exemple, un vol ou bien le train, la base carbone prend en compte uniquement l'énergie nécessaire à faire bouger le train ou l'avion.
Donc, en fait, si on veut faire une analyse au niveau de la transaction, il faut prendre en compte tout ce qu'il y a besoin pour faire bouger un train, à savoir deux gares, des rails, un conducteur, l'entretien de tout ça. Et donc, nous, parfois, on doit faire légèrement évoluer cette base de transaction pour créer notre index. Donc, voilà. D'accord, super. Alors, il y a aussi, on parle beaucoup, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est des changements, alors soit c'est des changements de route entre partir de Auchan pour créer Avril, ou alors des choix qui se sont faits en création suite à une convention citoyenne, et d'une rencontre lors de cette convention citoyenne, etc., ou des choix personnels de créer sa propre application. Pour vous, vous avez répondu à quel besoin et à quel besoin vous espérez répondre auprès des consommateurs ou de l'ensemble de vos parties prenantes, parce qu'on a tous des parties prenantes, les clients, nos partenaires, nos collaborateurs et ainsi de suite, et l'environnement en fait partie. Voilà, d'où venaient vos besoins et quels sont les besoins que vous voulez combler que vous n'avez pas encore tout à fait comblés. Qui prend la parole? Nous, le besoin qu'on a, ce qui est l'initiative de carbone, c'est le besoin de transparence. C'est tout simplement, on estime qu'un consommateur est en droit de connaître l'impact environnemental de ce qu'il achète. Et le vrai impact environnemental, pas celui qui est écrit sur le packaging, enfin, de manière marketing. Et on voudrait une clé de lecture unique qui permet de faire ses choix en toute connaissance de cause entre un prix, un impact environnemental, peut-être un impact social, mais qu'il y ait une référence sur laquelle on puisse compter. Le besoin qu'on n'a pas encore complètement comblé, c'est qu'aujourd'hui, les données qui sont utiles pour mesurer un impact environnemental, c'est des données qui sont, qui sont un peu confidentielles, qui peuvent être confidentielles, qui peuvent être sujettes au secret industriel, etc. Donc, ce n'est pas comme les données santé où, quelque part, en prenant un échantillon, on peut sortir le sucre, ces informations-là. Il faut connaître comment sont approvisionnés tel ou tel ingrédient, par quel moyen, quelle est la recette exacte. Et ces données-là, elles sont confidentielles souvent. Et donc, les restituer telles quelles au consommateur, c'est un sujet qui peut être compliqué. Donc, c'est ça qu'on essaye, qu'on aimerait résoudre. Donc, il y a différentes pistes. Mais du coup, aujourd'hui, l'impact, l'éco-score qui existe aujourd'hui est intéressant, pertinent, mais il ne peut pas complètement répondre il n'est pas encore exactement au produit il utilise encore des moyennes. Et nous, on aimerait bien s'affranchir de ces moyennes-là et de connaître vraiment le vrai impact environnemental de chaque produit. Donc ça, c'est encore un chantier en cours qu'on aimerait et qui sera certainement résolu dans les prochaines années. D'accord. Julien, Alexis, sur le même sujet, vous avez des éléments complémentaires ou pas? Et Lambert, toi qui te bats sur Agribalise pour l'agroalimentaire, est-ce qu'il y a des ambitions, parce que je vois Avril et qui fait partie de la table ronde, mais plutôt d'aller vers la branche cosmétique, cosméto-parapharmacie par la suite ou pas tout de suite? Alors, est-ce que ça sera nous, est-ce que ça sera un autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la méthodologie qui est en train de faire consensus sur la mesure d'impact. Donc, on peut déjà utiliser la CV pour faire de l'éco-conception. Et pour le sujet d'un affichage environnemental, il y a de grandes chances que la cosmétique suive. Après, on a décidé de privilégier l'alimentaire parce qu'on parlait tout à l'heure de l'impact du consommateur, du gouvernement, des entreprises. Je suis d'accord, effectivement, il faut que. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Julien et Alexis sur voilà, chacun a sa part, l'entreprise, etc. Sur l'alimentaire, moi, j'ai envie de répondre, ça dépend des sujets, quoi. Sur l'alimentaire, malheureusement, on ne pourra pas faire de réglementation en disant on arrête de vendre tel. Enfin, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais on arrête ce produit. Là, c'est vraiment le changement du consommateur qui a un impact. Et l'alimentation, c'est un quart de nos émissions de gaz à effet de serre en tant que Français, en tant que citoyen. Donc, si le consommateur peut avoir un impact personnel, c'est en changeant son alimentation. La cosmétique aussi sur le plan de l'empreinte carbone, mais
de manière un peu plus mesurée, parce qu'un produit de cosmétique, on va le garder beaucoup plus longtemps. Et en termes justement de son cycle de vie à lui, donc dans la durée d'utilisation, il est beaucoup plus long, donc il a moins d'impact qu'un steak qu'on mange en quelques minutes, quoi. Voilà. La fameuse unité fonctionnelle. La fameuse unité fonctionnelle, exactement. L'unité fonctionnelle qui permet d'avoir la juste mesure de l'utilisation de chaque produit. Super. Top. Igor, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux prendre la main? Oui, bien sûr. J'ai une question pour Avril. Est-ce que c'est fabrication française? Sinon, quels sont les freins rencontrés? Question de alors, Sophie Aurel. c'est une bonne question, Sophie, parce que c'est vrai qu'on préfère évidemment fabriquer en France. En fait, il y a deux catégories de produits. Il y a tous les produits cosmétiques et il y a les produits, les accessoires. Sur les produits cosmétiques, 90% sont fabriqués en France. Donc ça, c'est top, c'est déjà le cas. Et sur les 10% qui restent, donc il y a des produits qui sont fabriqués en Italie et un tout petit peu en Espagne. Et on a fait ces choix parce que c'était les meilleurs fabricants pour la qualité qu'on recherchait. Cependant, il y a deux grandes gammes qui sont fabriquées en Italie aujourd'hui, qui vont demain être fabriquées par un nouveau sous-traitant français, qui sont tout ce qui est rouge à lèvres et tout ce qui est poudre, fard à paupières, blush. Et voilà, donc du coup, on va plus être à 90%, mais 97% de fabrication française pour les cosmétiques. Après, la deuxième catégorie de produits, c'est les accessoires. Là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'aujourd'hui, toute la production est en Asie. Si on parle de pinceaux à maquillage, si on parle de pinces à épiler, de coupe-ongles, etc. Donc et si on veut la faire revenir en France, il y a un impact économique qui est énorme. En gros, c'est du simple au triple. Donc, on a déjà fait l'étude sur un certain nombre de produits. Et donc, ça implique de payer 3 fois plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Cela étant, on réfléchit quand même au sujet parce qu'on préfère évidemment faire fabriquer en France. Et on l'a déjà fait sur un produit, c'est la pince à épiler. Donc voilà, avant on la vendait 1,50 €, maintenant on la vend 4,50 € malheureusement parce qu'on a décidé de la faire fabriquer en France. Et on se dit que on n'achète pas une pince à épiler tous les 3 jours. Et donc c'est pas très grave de la vendre 3 fois plus cher. Et puis en plus, ça reste pas très cher quand même. Donc voilà, mais sur d'autres produits, c'est un peu plus compliqué, mais on avance sur le sujet, on réfléchit et il devrait y avoir d'autres évolutions vers fabriquer plus près de chez nous. Alors pas forcément en France, mais en tout cas, je sais pas, en Italie, c'est mieux qu'en Chine. Voilà, donc c'est des réflexions qu'on a de façon très active en ce moment. Elle se vend bien cette pince à épiler? Oui, c'est pas notre meilleure vente, hein. On vend plus de mascara que de pince à épiler, mais oui, c'est une vente complémentaire. Ça suit sa chose. Justement, si on allait par rapport à ça, on voit que chez Avril, ça bouge. On change les lieux de production parce qu'il y a aussi les attentes peut-être des consommateurs qui font pousser les choses, qui doivent être ainsi impactés sur l'application de Dounia, qui doivent améliorer certainement notre impact carbone en se disant qu'on achète français. Quelles sont, pour tous les trois, vos perspectives de développement sur ces démarches environnementales, de calcul d'empreinte carbone, d'analyse de cycle de vie complète, et puis pour vos différentes structures, vers où vous voulez continuer à aller, quels sont les prochains chantiers, si je peux dire. Alors, je continue parce que Ouais, vas-y. alors, nous, nos gros chantiers, comme j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est la réduction de nos émissions de CO2 et la réduction de nos déchets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux grosses focalisations qu'on a. Alors, je ne parle pas des aspects commerciaux parce qu'on développe beaucoup nos boutiques, on développe aussi nos gammes puisqu'on lance beaucoup de nouveaux produits. Mais en tout cas, on est focalisé sur réduire notre empreinte carbone et nos déchets. D'accord. Alors nous, on a un gros chantier qu'on n'a pas encore trouvé, en tout cas la manière de le craquer. C'est aujourd'hui, on estime l'impact environnemental à partir de la catégorie. Donc on va dire, OK, c'est catégorie supermarché, épicerie. Et en fait, on voudrait descendre au niveau de la marque. Voilà, il y a des marques qui sont plus engagées, un peu comme Avril. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas distinguer un achat réalisé chez Auchan ou chez Day by Day. Donc c'est un énorme chantier parce que notre souhait, c'est de favoriser
l'émergence d'une consommation plus respectueuse de l'environnement. Et donc, on voudrait pouvoir aiguiller aussi sur les marques qui sont plus engagées et donc qu'on voudrait mettre en avant. C'est le D'accord. sujet de Beau projet. Alors nous, moi je l'ai déjà évoqué rapidement. Donc là, on développe donc un outil d'éco-conception qui se base sur la CV. Et nous, ce qu'on aimerait, et notre vrai objectif, c'est que la CV devienne un outil de communication. Donc c'est justement notre travail avec le collectif EcoScore, et c'est un gros chantier parce que effectivement, j'ai parlé de quelques contraintes qu'on avait, quelques limites, quelques risques qui pouvaient y avoir. Mais on y travaille et on a bon espoir d'y arriver cette année, d'au moins récupérer quelques données, notamment les recettes, par exemple. On se rend compte qu'il y a des industriels qui innovent énormément par leurs recettes sur des catégories de produits définies et qui arrivent d'avoir un impact 4 à 5 fois inférieur sur une catégorie de produits grâce en ayant une recette plus végétale, etc. Et ces données-là, on veut déjà les prendre en compte pour éviter que ces produits aient un éco-score qui soit trop loin de leur réalité. Donc ça, c'est notre chantier et on travaille beaucoup là-dessus. Et justement, par rapport à tout ça, il y a aussi des entreprises ou des actions qui sont plutôt en chemin et ce n'est pas toujours évident de valoriser en fait la démarche d'amélioration, on va dire, continue ou la démarche des petits pas. Et ce qui peut aussi faire des petits freins parce que il y a aussi parfois l'irréputation qui va vite dans un sens ou dans un autre. Vaut mieux aller dans le bon sens, on va dire. Comment prendre en considération une entreprise qui est à 0, mais qui petit à petit arrive à 1, 2, 3% d'amélioration, 5, 6%, mais par rapport à sa taille d'entreprise, c'est important parce qu'on ne peut pas bouger toutes les lignes d'un coup d'un seul. Est-ce que ça, c'est des critères qui pourraient être considérés chez Carbone comme chez Dounia par rapport aux marques et comment vous envisagez ça, en fait ? De valoriser en fait la démarche d'évolution positive. Alors nous, on fait pas ça pour les entreprises, mais pour le particulier, c'est l'indicateur numéro 1 qu'on met à travers l'application, c'est la progression. Notre discours par rapport à ça, c'est finalement, c'est pas peu importe, mais ce qui est plus important que la note en tant que telle ou l'impact en tant que tel, c'est est-ce que l'utilisateur va progresser, un peu comme finalement à l'école, hein. Plutôt encourager un élève qui passe de 6 à 10 plutôt que quelqu'un qui passe de 14 à 13. Et donc c'est voilà, notre manière de mettre à disposition des statistiques, c'est de lui montrer son évolution et sa progression. D'accord. Donc, je pense que pour les entreprises, il faut faire la même chose, il faut encourager le progrès. Et donc n'importe laquelle, en effet, je pense qu'il y en a qui partent de loin, il y en a qui sont plus ou moins des grosses contraintes aussi. Et donc c'est forcément plus facile pour des petites boîtes comme Carbone et Dounia de faire quelque chose de bien lorsqu'on est une grosse entreprise comme Total. Comment on se transforme, c'est un enjeu parce que toute entreprise veut survivre et donc voilà, plutôt favorable à cette idée de progrès. Ce qu'on aimerait valoriser, c'est on ne fait pas de bilan carbone de l'entreprise, nous c'est vraiment au produit. Notre objectif, c'est de créer un affichage environnemental qui est juste aux consommateurs. Donc l'idée, c'est pas forcément de valoriser des petits pas, mais justement juste de donner une clé de lecture. Après, avec l'EcoScore, on se pose la question de comment valoriser les entreprises qui sont transparentes parce qu'il y a le sujet effectivement des données que j'ai abordées. Et est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser sur l'EcoScore les entreprises qui jouent le jeu d'être transparents sur leur procès, sur leur transport, sur leurs recettes, sur certaines données, et donner un bonus transparence qui serait déjà qui est un petit pas, mais qui permet quand même aux consommateurs de s'approcher davantage de la vérité, quoi. Donc c'est une réflexion qu'on a aussi. D'accord, la transparence. Et justement, Alexis, toi de ton côté en tant qu'entreprise, comment tu valorises ou comment on sait que tu ne fais pas de publicité dans les magazines ou dans des choses comme ça, mais comment tu valorises les nouvelles actions, les nouveaux champs d'amélioration qui sont proposés par les produits Avril? Alors, c'est vrai qu'on a des moyens limités pour le faire savoir, mais nous, ce qui nous motive, ce n'est pas de le faire savoir, c'est de le faire. C'est vraiment plus important.
Après, le faire savoir, c'est bien, évidemment, on ne va pas se priver de dire ce qu'on fait de bien, mais on le fait sur notre site internet, il y a une page qui s'appelle Nos engagements, où on explique ce qu'on fait, et puis parfois en affichage dans nos boutiques, on peut dire, on peut parler de quelques actions qu'on mène, mais voilà, mais c'est pas la priorité, quoi. On fait pas des choses pour les dire, on fait des choses parce que ça va avoir un bon impact. D'accord. Et tu les mesures en interne, même si tu les communiques pas en externe ou pas du tout? Non, on les mesure très mal. On n'est pas très fort pour mesurer parce qu'on n'a pas envie vraiment de mettre beaucoup d'énergie, de moyens, etc. pour ça. Donc voilà, peut-être à tort hein, d'ailleurs, mais on agit plutôt qu'on ne mesure. Mais s'il y a des trucs très simples pour mesurer, moi je suis partant, mais pour l'instant ça me paraît un petit peu compliqué. Bon, il est vrai que nous, notre calcul de l'empreinte carbone qu'on a mis en place chez CVP, ça nous a pris 2 ans, mais maintenant c'est instinctif. Donc c'est plus. C'était le temps de rassembler effectivement toutes les données de tous les impacts, transport, production, énergie, en fonction des différents pays avec lesquels on peut travailler. Alors maintenant, on en est ravis. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'a. On le lâche pas, on le réactualise tous les ans, mais c'est vrai que ça peut prendre du temps. Bon, après, il y a des nouvelles structures qui arrivent ou qui accompagnent là-dessus, qui peuvent peut-être être des accélérateurs, mais voilà. Alors, on va arriver vers les dernières minutes de notre matinale. N'hésitez pas à poser vos dernières questions si vous en avez. Moi, j'ai une dernière question. Je voudrais que vous partagiez tous les trois à l'ensemble des participants. Et voilà, si vous aviez un conseil à nous partager pour se lancer dans cette même dynamique que vous, qui est fortement orientée, ce qui est assez intéressant par rapport à ces trois profils qu'on a, ça rebondit par rapport à la question, je trouve, vous avez des liens avec les questions, la question qui était qui est responsable de l'inaction environnementale. On a une entreprise alors une entreprise produit, on va dire Alexis, Julien qui travaille beaucoup sur la partie consommateur et Lambert qui a été sur la partie gouvernement. Donc je trouve ça assez intéressant de vous avoir tous les trois. Et voilà, quel serait le conseil ou les conseils que vous donneriez à ceux qui nous écoutent pour se lancer et puis pour arrêter de se dire qu'on ne fait rien, quoi. Alors, qui prend la parole? Julien, Lambert, Alexis? Allez, moi je dirais, ce qui est important, c'est d'être authentique, d'être cohérent dans ses valeurs. Alors, c'est pas toujours facile parce que il y a l'impératif économique de la survie de l'entreprise, mais voilà, c'est important d'être vrai dans ce qu'on fait et d'être responsable. Super, c'est des beaux conseils. Moi, je dirais quand on est dans une démarche d'éco-conception, je pense qu'il faut, je conseillerais forcément de mettre les efforts, de mesurer. Moi, justement, Alexis, je te conseille de mesurer, ce qu'on fait parce que ça aide à s'améliorer aussi. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas. Et du coup, ça permet aussi de mettre les efforts au bon endroit et de pas forcément écouter le consommateur toujours. Donc aussi, je suis d'accord avec Alexis aussi sur le fait que c'est pas forcément, faut pas forcément le communiquer parce que du coup, en communiquant, on peut faire des choses qui sont pas prioritaires juste parce que les consommateurs le veulent, alors que c'est pas forcément bénéfique pour l'environnement. Et si on veut être vrai dans un engagement RSE, autant se baser sur des vraies données et pas des envies de consommateurs. Et Julien? Alors moi, j'ai beaucoup aimé, tout le long, Lambert a dit un mot qui me parle beaucoup, c'est le mot transparence. Et voilà, et donc je pense qu'une marque gagnerait à être transparente sur ce qu'elle fait, etc., et être alignée. Alexis en parlait. Et donc, voilà, de ne pas être aligné, c'est aussi ne pas forcément surcommuniquer, mais j'aime bien beaucoup le faire plutôt que dire ou les petites choses qui sont faites. Et donc pour moi, c'est ça faire partie l'alignement finalement qu'il peut y avoir sur ce sujet. Donc voilà, c'est mes petits mots là-dessus.
Super. Il est vrai que ce qui est ressorti, et vous l'avez dit tous les trois, c'est la transparence, l'authenticité, la vérité, en fait, être en communication positive mais vraie. C'est aussi de travailler la réduction de l'empreinte carbone de l'ensemble de nos actions, que ce soit sur des produits, sur du transport ou l'ensemble de nos impacts. C'est être proactif sur l'amélioration continue et que la CV, c'est un outil effectivement de communication mais qui va aussi nous permettre d'améliorer nos impacts. C'est aussi, pour moi, si je devais résumer ça, c'est aussi la prise de conscience de l'impact de nos choix sur l'environnement et aussi de faire des choix plus éclairés en termes de consommation. Ça va nous permettre, tout un chacun au niveau des différents acteurs, de pouvoir être voilà, conscient de ce qu'on fait, conscient de nos actes et de les faire. Voilà, c'est des choix après qu'on aura tous à faire, mais on a ici trois acteurs qui se bougent par rapport à tout ça, que je veux remercier aussi par rapport à la transparence que vous avez eue sur les échanges de ce matin et sur qu'est-ce que vous faites et être conscient. On est aussi conscient qu'on n'est pas parfait et qu'on doit s'améliorer et qu'on peut continuer à s'améliorer là-dessus et être conscient que tout le monde, gouvernement, entreprises et consommateurs sont concernés et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup de baguette magique, mais on est en chemin et il y a plein d'actions disponibles. Et je vous remercie. Alors, on a des derniers petits messages à faire. Un grand merci Alexis, Lambert et Julien. Je voudrais aussi remercier Igor et Marion ici en interne qui ont participé à l'élaboration de cette matinale. Donc voilà, bravo à eux aussi, c'est important. On a aussi, nous on organise des matinales tous les trimestres. Donc on en a fait plusieurs. Donc mon grand souhait c'est de pouvoir le faire à la prochaine en présentiel, aussi pouvoir tous se revoir. Bon, on croise les doigts pour la rentrée. Donc on a fait des thématiques comme les biomatériaux, la RSE, les achats responsables, la communication responsable. Et la prochaine thématique, qui est un enjeu qui est important aussi, même pour notre partenaire. Je parle beaucoup des parties prenantes et une de nos parties prenantes, c'est notre partenaire informatique qui nous sensibilise aussi à la numérique responsable. Et ça sera en octobre 2021 et on vous communiquera tout ça là-dessus. Donc, cette matinale, elle sera retransmise sur nos réseaux sociaux et on répondra à toutes les questions qui n'ont pas pu être posées. Mais voilà, on espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré animer ça avec vous trois. Et je vous remercie fortement. Merci à vous. Merci à tous.